c'est que quand Kagame, qui était, qui était réfugié, hein, qui avait quitté le Rwanda, était réfugié à côté, avec les forces rwandaises Tutsi, essentiellement Tutsi, quand il est arrivé, il est revenu au Rwanda dans l'affaire dont on pourra parler, ou en tout cas que tout le monde connaît plus ou moins, hein, il y a une chose qui s'est passée que les gens ne savent pas ou oublient, si vous voulez, c'est qu'il y a eu effectivement un génocide des Tutsis, ça c'est clair, il y a eu beaucoup de Tutsis, mais il y a eu aussi des Hutus, hein, beaucoup de Tutsis qui ont été tués dans cette guerre épouvantable, bon, entre les deux parties. Mais après, les Hutus, qui étaient poursuivis par les Tutsis, évidemment, en étant accusés d'avoir tué les Tutsis sur place, beaucoup de Hutus sont réfugiés au Congo. Et les troupes du FPR de Kagame, à ce moment-là, sont partis au Congo pour tuer les Hutus. Et il y a eu des massacres de Hutus, personne n'en parle, mais il y a eu des massacres épouvantables, hein, de Hutus du côté congolais, au principe que les Hutus ayant tué des Tutsis en Rwanda, il était normal qu'on les tue. Et on allait les chercher là où ils étaient. Mais il n'y avait pas que ça, parce que les gens l'ont aussi oublié, c'est que une fois que la position a été prise, le Rwanda a été occupé et tenu, je dirais, par Kagame, les troupes rwandaises, accompagnées par les forces spéciales américaines, il ne faut pas l'oublier, ont traversé tout le Congo jusqu'à Kinshasa pour mettre en place Joseph Kabila. Kabila qui était dans les bagages du camarade Kagame, hein, et c'est l'armée rwandaise et les forces spéciales américaines qui l'ont mis en place en renversant Mobutu. Vous savez, le président Mobutu, qui à l'époque était un président très fatigué, qui vivait plus souvent en Suisse qu'en là-bas. Enfin, il y avait. Mobutu n'était pas non plus une merveille. Hein. À ce moment-là, à la fin de sa vie, il faisait plus grand-chose. Mais ils ont renversé Mobutu et Kabila a pris le pouvoir. Bien sûr, Kagame a dit à Kabila, ben, il faut que tu me rembourses de manière ou d'une autre. Moi, je t'ai mis au pouvoir, il faut récompense, il faut une récompense. Et là, ça me permet de revenir un peu en arrière. Dans la guerre, qui a financé l'armée du FPR? Parce qu'elle était bien armée, le FPR était très bien armé. Hein. Qu'est-ce qui a financé le FPR pour venir prendre le pouvoir au Rwanda? Ce sont les compagnies minières américaines. Il ne faut pas l'oublier, parce que ça, si on parle beaucoup du massacre sur place, de l'accident de l'avion, enfin de l'attentat de l'avion, mais on ne parle pas du reste. Ce sont les compagnies minières américaines qui ont financé le FPR pour prendre le pouvoir en Rwanda. Et pourquoi? Et là, on revient à ce que je viens de vous dire tout à l'heure. C'est parce que ces compagnies minières voulaient exploiter les mines qui étaient à côté du Rwanda en territoire congolais, hein, dans la zone qui est proche de la frontière, si vous voulez, avec le Rwanda. Et la meilleure solution, évidemment, c'était d'avoir un pays qui était totalement à eux, contrôlé, le Rwanda, et de là, on allait monter. Et c'est ce qui s'est passé, parce qu'ils ont monté, effectivement, ils ont fait de l'exploitation des mines. Alors Kabila, lui, ben oui, ce qu'on lui a demandé quand il a été mis au pouvoir, comme récompense, comme remerciement, ça a été l'exploitation des mines de toute la région, je dirais ouest, hein, de la zone ouest, l'Ituri, hein, la zone de l'Ituri principalement, hein, de cette zone-là, on lui a dit, ben, Kabila a dit, vous pouvez utiliser cette zone et toutes les mines, vous pouvez les exploiter. Ce qui fait que les compagnies minières faisaient travailler les gens au Congo, extrayaient le minerai partait au Rwanda et était exporté du Rwanda. Donc c'est le Rwanda qui prenait la marge. Hein. C'était une bonne opération. Hein. Et ça a duré assez longtemps. Mais ensuite, évidemment, au bout d'un certain temps, Kabila, et son fils, surtout le fils Kabila, a dit, mais ça commence à bien faire quand même. Hein, il faut maintenant arrêter, vous avez exploité ça, ou alors il faut qu'on trouve une autre solution. Et quand il a commencé à dire, on va vous empêcher de le faire, alors le Rwanda, avec Kagame, a monté, a financé, a aidé, a équipé militairement une milice qui s'appelle le M23, puis d'autres, enfin c'est la principale, mais il y en a plusieurs, hein, qui ont fait régner la terreur dans toutes les zones minières et qui ont occupé le terrain pour permettre aux compagnies de continuer à exploiter la zone. Et c'est très intéressant parce que ce
En France, on l'a oublié, ça, on n'a pas regardé. C'est des guerres très éloignées de chez nous. On ne se rend pas compte que là, l'armée congolaise s'est battue contre les milices. À un moment, quand même, c'était devenu tellement énorme que l'ONU s'en est mêlée. On a envoyé des forces de l'ONU sur place qui n'ont absolument rien pu faire, parce que le Rwanda a été soutenu par les Américains, donc difficile de faire quelque chose contre les Américains. Et le Congo, lui, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes, et puis en plus il y a beaucoup de corruption, donc ça marchait pas, il faut dire. Donc il y avait d'un côté un bloc avec le Kagame, ses équipes, les milices, enfin, tout était un bloc solide contre un bloc très flou, en effet, très mou, hein, avec la corruption, avec des inefficacités militaires notoires, hein, mais ça a fait, il faut bien le dire encore, ça a fait plus d'un million de morts, largement plus d'un million de morts. Et en plus, il faut que les gens le sachent, parce qu'on n'en parle pas assez. J'en ai parlé plusieurs fois, mais ça n'a pas beaucoup de succès en France, ça n'intéresse personne. En tout cas, pas les féministes, et pourtant, il y a eu plus de 500 000 viols identifiés. Donc c'est une horreur. Hein. Le viol est une arme de guerre là-bas. Hein. Quand les milices passent, ils violent. C'est systématique, ils violent. Ça fait partie du système. Donc, ça a été terrible. L'ONU est partie, constatant qu'ils ne pouvaient rien faire et que ça continue, ils sont partis. Et alors, effectivement, il est en train de se passer quelque chose depuis Trump, hein, parce que bien sûr, les démocrates ont toujours soutenu Kagame. Hein. Et nous, donc l'État profond américain, si vous voulez, a soutenu Kagame. Et je vais être un peu méchant, mais comme la plupart des dirigeants européens et français sont proches de l'État profond américain de l'époque des démocrates, évidemment, ils ont soutenu Kagame. Là-dessus, il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais il y a un changement avec Trump, parce que Trump, lui, d'abord, il a dit, mais c'est idiot, pourquoi? Parce que c'est ça le raisonnement. Il dit, mais pourquoi va-t-on encourager à une guerre dans une partie du Congo pour exploiter des mines, hein, pour que la production minière parte dans le pays d'à côté pour être exportée vers les Occidentaux, alors qu'on se met d'accord avec le pays, en l'occurrence le Congo, et on peut parfaitement exploiter les mines au Congo directement. Pourquoi passer par un intermédiaire avec le problème de la guerre et tout? Donc, Trump, lui, ce qu'il voit là-dedans, et c'est ça qu'il doit regarder, il regarde, il dit, mais il faut arrêter la guerre, et c'est très simple. Au lieu de dire au Rwanda, on vous soutient et c'est vous qui exploitez les mines, on dit c'est fini, c'est le Congo qui va exploiter ses propres mines. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Alors, bien sûr, il y a eu un accord qui a été signé sous la pression américaine, mais bien entendu, le Rwanda, que Kagame ne veut pas, et pour cause, il ne veut pas lâcher, et il va continuer en sous-main, il continue d'ailleurs, hein, à encourager les milices à se battre, parce que Kagame avait réussi le tour de force d'être le premier pays exportateur de minerais de toute la région, alors qu'il n'en a pas chez lui. Ou pratiquement pas, si vous voulez. Donc c'est effarant, si vous voulez. C'est vraiment une spoliation organisée, structurée d'un pays qui est à côté, hein, par un autre pays. Donc, alors, quand on voit la taille du Rwanda et quand on voit la taille du Congo, on se dit, mais enfin, c'est pas possible. Il y en a un qui est un énorme pays, une puissance, hein, mais et l'autre un petit pays. Bon, c'est vrai que le petit pays, il est tue d'une main de fer, parce que Kagame, il faut le dire, c'est un dictateur, hein, faut pas, hein, pas de secret. Tout opposant est tué avec Kagame. Hein. Regardez, hein, il y a une liste de morts impressionnante depuis qu'il a pris le pouvoir, il tue tous les opposants. Et donc, on a un Kagame qui tient son pays très fort, qui contrôle tout, et de l'autre côté, on a un pays avec un Tshisekedi, qui est un président qui veut faire des choses, mais qui effectivement n'a pas l'armée suffisante pour ça, il faut bien le dire, n'a pas aussi, comme il y a beaucoup de corruption, il n'arrive pas à faire appliquer même ce qu'il voudrait lui-même. Donc il a besoin effectivement que d'autres pays prennent en main la situation. Alors, pour terminer cette longue intervention, mais je pense qu'on va essayer d'expliquer tout. Moi, quand j'ai vu le président français, qui avait pourtant fait ami avec Kagame, hein, et avec le Rwanda. Quand je l'ai vu aller au Congo, j'ai dit, bon, ça va, il s'aligne sur la position de Trump, et il va se mettre d'accord avec Tshisekedi, on va l'aider. Parce on peut l'aider. Si les pays européens, occidentaux disent, on va aider le Congo, si on s'y met tous, je vous garantis que la situation, elle va changer rapidement.
Le drame, c'est que, bon, nous, on y a été, mais ça n'a servi à rien, et que pour le moment, il n'y a que Trump et son équipe qui sont en train de pousser pour rééquilibrer. Mais derrière l'enjeu, au-delà des mines, alors au-delà des intérêts des compagnies minières, si vous voulez, il y a quand même une chose qui est très importante, c'est cette guerre épouvantable qui se passe sur place, où il y a des massacres tous les jours, dont on ne parle pas. Hein. Alors quand il y a une centaine de villageois qui sont tués au Tchad ou au Nigeria par les gars de Daesh, enfin les gilets terroristes, tout le monde en parle. Et là où il y a tous les jours des centaines de morts, personne n'en parle. Oui. Donc il est temps que ça cesse. Donc oui, il faut que ça bouge. Et il faut regarder ça de très près. Alors, pour revenir un peu et recontextualiser pour les auditeurs qui connaissent mal le sujet, il est vrai que dans la période post-indépendance et sous la présidence de Mobutu, le Zaïre, à l'époque Zaïre, mais aujourd'hui la République démocratique du Congo, était un pays puissant, avec une armée puissante, des institutions et une vraie gouvernance politique. Et aussi, puisqu'il a été aidé par les Américains, pour renverser Patrice Lumumba, avec une volonté d'indépendance par rapport progressive vis-à-vis des anglo-saxons. Oui. Est-ce que le fait qu'il soit éloigné, que Mobutu se soit éloigné de la sphère anglo-saxonne, de la sphère américaine, c'était à moyen terme se condamner et provoquer cette action des Américains aux côtés des Rwandais pour déstabiliser le Congo? C'est pas que je veux pas, je dirais oui et non, parce qu'il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, il ne faut pas oublier que quand au départ, quand Mobutu a pris le pouvoir, si vous voulez, après les problèmes qu'il y avait eu avec Lumumba et tous les autres, Tshombe et tous les autres, en réalité, il y avait à l'époque, l'Union soviétique essayait, souvenez, il y avait en Angola, il y avait la République démocratique du Congo, vous aviez des gens qui étaient financés, aidés par les soviétiques, hein, pour imposer leur système, un système communiste. Alors ça a marché en Angola, ça n'a pas marché au Congo, enfin au Zaïre à l'époque, hein, et ça n'a pas marché au Zaïre parce qu'effectivement, l'ONU s'est mobilisée, mais il y avait aussi les Américains qui sont vraiment, comme vous l'avez très justement rappelé, qui ont aidé Mobutu. Mais après, les Américains, une fois que les Russes se sont repliés et qu'on a plus vu les Russes en Afrique, ou pratiquement, les Américains ont laissé tomber l'Afrique. Hein, à part le golfe de Guinée à cause du pétrole, mais pour le reste, les Américains avaient laissé tomber l'Afrique. Donc Mobutu s'est dégagé un peu des Américains, mais les Américains sont dégagés de Mobutu aussi, si vous voulez. C'est pour ça que je disais, c'est les deux côtés. Hein. Simplement, le problème, c'est que, je dirais, l'armée... Alors, l'armée congolaise, il faut être prudent parce qu'il y a eu, vous savez, au départ, à l'indépendance du Congo, c'est là où on a vu arriver les mercenaires, hein, les Français et les autres, hein, les Sud-Africains, de Maïkor, les Français avec Fauque, enfin, il y a eu plein, et Denard, hein, Bob Denard. Il y avait les mercenaires qui encadraient les troupes locales. Et il faut dire que c'était des armées qui n'étaient pas mauvaises du tout. Parce que souvent, le problème dans ces pays-là, c'est le manque d'entraînement, le manque de formation et le manque de commandement. Il y a souvent des failles dans le commandement. Donc, à l'époque, l'armée était pas mal. Mais c'est vrai que Mobutu n'a pas su maintenir cette armée au bon niveau. Hein. Peut-être aussi parce que Mobutu avait peur de l'armée. Tous ces chefs d'État africains, ils craignent toujours que les militaires prennent le pouvoir sur leur dos. Parce que la plupart d'entre eux sont issus du militaire. Donc quand vous avez pris le pouvoir par la force, vous dites attention, d'autres pourraient le faire avec moi. Donc il y a donc il a un peu, c'est lui aussi qui a laissé un peu tomber son armée et du même coup, son armée est devenue moins efficace. Et alors bien sûr, à la suite de ça, ça a continué. Kabila, lui, il avait presque pas besoin d'armée. Il avait les gars du FPR, des Rwandais, dans la partie qui était une partie. Ailleurs, il n'y avait pas tellement de problèmes. Il a dit bon, je laisse faire. Donc, en définitive, le système de défense congolais, peu à peu, s'est effondré. Et maintenant, il va falloir reconstruire. C'est ça le vrai problème. Il faut reconstruire une armée congolaise solide, hein, et pas corrompue, solide, avec un encadrement très solide, capable, effectivement, de mener la guerre par rapport à des gens qui sont, eux, hyper entraînés. Parce que les Rwandais, c'est un petit pays, mais bien géré. Kagame gère très bien son pays.
Pour l'armée, c'est très astucieux ce qu'il a fait. Kagame, il a appliqué un principe que font certains pays d'Asie, c'est-à-dire qu'il a dit à l'ONU, moi je suis un pays neutre, donc je suis prêt à envoyer mon armée, mes régiments, dans des missions de la paix dans tous les pays du monde. Alors, quand je vous dis ça, on dit, oh, ouais, bah oui, et pourquoi? C'est parce que, tous les pays qui font ce genre de choses sont des pays pauvres, et les régiments qu'on envoie à l'extérieur sont armés militairement par l'ONU. Donc, si vous voulez, on envoie un régiment, il part, ce sont des va-nu-pieds, il revient, il est tout équipé. C'est une armée moderne. Pas mal. Et il a eu l'intelligence, Kagame, de faire ça un peu partout, d'envoyer des troupes partout. Donc il a une armée qui est à la fois habituée à se trouver dans des conflits à l'extérieur, une armée qui est beaucoup mieux équipée que les autres. Donc actuellement, il a un avantage militaire réel par rapport aux autres. Donc en face de lui, il le sait très bien. Et il en profite. Quand il relance la milice, qui est un faux-né de chez lui, hein, quand il relance la milice dans la partie du nord Kivu, et de l'Ituri, au Congo, bon, en définitive, il sait qu'elle est mieux équipée, mieux armée, et en plus, elle fait régner la terreur, donc elle est tranquille, elle gagne. Elle est presque parce qu'il y a pas assez de monde en face solide. Parce que l'armée locale, on l'a vu, hein, l'armée congolaise, c'est dans la principale ville du pays. Bon, elle est partie, ils ont attaqué, la milice a attaqué, ils sont partis, ils ont tout abandonné. Bon, c'est pas sérieux. Jamais ils auraient dû perdre cette ville. Est-ce que cet accord, sous la houlette de Donald Trump, signé avec les deux ministres des Affaires étrangères congolais, rwandais, avec le secrétaire d'État Marco Rubio pour faire la jonction, est-ce que concrètement, ça veut dire que le Rwanda perd une forme de soutien anglo-américain dans la région et qu'il se retrouve face à ses responsabilités? Oui, parce que, si vous voulez, je vais vous dire, il faut penser à l'argent. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que les compagnies minières canadiennes et américaines, bien sûr, les Américains leur disent attention, il faut arrêter de financer les gens du Rwanda parce que nous voulons la paix. Donc, si vous voulez, il y a un effet indirect, c'est-à-dire que les compagnies minières, elles sont pas folles. Elles ne peuvent pas se permettre d'avoir des problèmes aux États-Unis ou au Canada où elles sont installées. Donc, elles sont obligées de céder à la pression de Trump. Et donc, ça veut dire que le Rwanda, oui, il est impacté parce que les compagnies minières réduisent les moyens qu'ils mettaient au Rwanda, et pour cause, hein, parce qu'ils savent très bien que la volonté américaine, c'est de basculer de l'autre côté. Donc, il y a tout un ensemble, si vous voulez. Maintenant, il y a un dernier point, mais il n'y a pas que le Rwanda dans lequel on peut le voir, parce qu'on le voit également, c'est le même problème avec Israël. Ce qu'on voit quand même avec Trump, c'est que, certes, il est très pushy, il est très ferme, il tape le poing sur la table et tout, mais quand il a un Netanyahou qui lui tient tête, il a tendance à lâcher du lest, ou Poutine d'ailleurs, hein, il lâche du lest, et donc avec Kagame, il est évident que Kagame ne lâchera rien. Donc c'est une partie de bras de fer aussi. Hein. Est-ce que Trump jugera à un moment qu'il a les moyens d'écraser tout le monde, Trump? Mais il faut qu'à un moment, il ait la volonté de le faire, si vous voulez. Quels sont les moyens de Paul Kagame du Rwanda pour tenir tête, pour tenir un rapport de force avec Donald Trump? De ne pas lâcher, de dire non. Et pour ça, c'est d'utiliser un proxy. On voit que le fils Kabila. Oui, il relance le fils Congo. Kabila. Bah oui. Il y a une tentative. Est-ce que c'est une tentative d'utiliser un nouveau proxy? Tout à fait. Le fils Kabila avait été, après avoir été battu à la loyale par Tshisekedi, il avait été évacué du Congo parce qu'on lui avait dit attention, tu as mis, parce qu'il a quand même fait fortune, le fils Kabila, comme toujours, comme tous les dirigeants africains. Donc tu as fait fortune, donc si tu reviens ici, on te met en prison. Donc il était parti. Et il est passé quelque chose de très intéressant, effectivement, il y a peu de temps, et là on voit bien l'influence des Rwandais, c'est qu'il est revenu, Kabila, après avoir négocié son retour et pas aller en prison, il est revenu, et en disant, alors dans le cadre du processus de paix, en disant, mais vous n'allez pas mettre en prison, parce que maintenant que tout le monde s'entend, il n'y a pas de raison, bon très bien. Mais une fois qu'il est revenu, il a dit, mais moi je veux me relancer en politique. À quoi Tshisekedi, pour le moment, essaie de le freiner,
Mais on voit très bien que Kabila va se présenter contre Tshisekedi et que donc il y aura la machine de guerre rwandaise machine de guerre et politique, hein, et d'influence rwandaise, qui va essayer de pousser Kabila pour remplacer Tshisekedi. Parce qu'à ce moment-là, on recommencerait dans la situation d'avant. Donc lui, il joue son jeu, Mais de l'autre côté, en tout cas pour le moment, Trump, lui, il a une vision différente en disant on arrête la guerre, comme ailleurs, on arrête la guerre et on exploite directement les mines. C'est ce qui est pas idiot, loin de là. Hein. Est-ce que c'est réaliste si Paul Kagame refuse de débrancher son proxy, le M23, relance la piste d'une guerre civile congolaise avec Kabila, et en fait, si ces territoires du Nord Kivu qui sont hors de contrôle de l'État congolais restent physiquement rattachés au Rwanda? Oui, c'est non seulement possible, mais Kabila, pardon,